Et nous sommes ce soir avec Perrine Tarnot, directrice de l'information à Public Sénat, et Elisabeth Pinault, correspondante de Reuters à l'Élysée et à Matignon. Bonsoir, Bonsoir. à toutes les deux. Ravie de vous retrouver. Alors ça y est, Marine Le Pen est à Mayotte, département français de l'océan Indien, dévasté il y a 3 semaines par le passage du cyclone Chido. Une visite pour rencontrer les sinistrés et les secouristes. Et on va écouter tout de suite Marine Le Pen. Non mais j'espère que la souffrance des Mahorais suffit à mettre la pression sur le gouvernement, que j'ai pas besoin de mettre une pression supplémentaire. En revanche, j'ai entendu des promesses. Et moi je considère que les promesses qui ont été faites aux Mahorais qui sont dans une souffrance folle ne doivent pas être oubliées. Et voilà. Et donc si c'est nécessaire, évidemment qu'on sera présent pour rappeler au gouvernement les promesses qui ont pu être faites. Voilà, et à peine arrivée, Marine Le Pen n'a pas manqué de critiquer le plan d'urgence du gouvernement. À l'écoute. Non, il ne va pas assez loin, bien entendu, mais encore une fois, on parlera de ça demain, je vous dirai ce qu'il en est. Il ne va pas assez loin parce que je pense qu'il manque un volet important, qui est un volet diplomatique, sans lequel beaucoup des choses qui sont promises ne seront pas tenues. Voilà, Marine Le Pen qui est donc à Mayotte jusqu'à mardi. Elle a un coup politique à jouer, Marine Le Pen ? En tout cas, elle arrive à Mayotte, une terre qui lui est électoralement acquise ces dernières années. C'est même la première fois que Mayotte a un député du Rassemblement national en ce moment même, enfin une députée même. Donc, est-ce qu'elle a un coup politique ? En tout cas, on voit bien qu'elle entend exercer une certaine pression sur l'exécutif pour que les dossiers mahorais avancent. Elle se dit pas tout à fait satisfaite du plan de reconstruction qui a été annoncé par François Bayrou lors de son déplacement, et surtout elle a dit qu'elle serait personnellement vigilante quant à la loi spéciale qui va être examinée par le Parlement dans les prochains jours, enfin présentée en Conseil des ministres la semaine prochaine et examinée par le Parlement à partir de la semaine du 13 janvier. Texte qu'elle compte amender, notamment sur la partie immigration illégale. En parallèle, aujourd'hui, il y a 3 ministres qui ont annoncé dans une tribune au Figaro, les ministres Retailleau, Lecornu et Valls, qu'ils allaient faire un second texte de loi qui sera examiné donc après cette loi spéciale pour la construction de Mayotte, pour essayer de lutter au maximum contre l'immigration illégale à Mayotte. Alors Marine Le Pen, personnellement vigilante, en même temps, on imagine qu'elle est quand même assez impuissante dans sa position. Elle ne peut pas vraiment changer le quotidien des Mahorais. C'est toujours plus facile, évidemment, quand on est dans l'opposition. Mais évidemment, il y a un coup politique à jouer pour Marine Le Pen. On peut compter sur elle pour taper très fort sur Emmanuel Macron, qui a été le premier à se rendre à Mayotte. Et on a vu que les échanges n'étaient pas toujours faciles avec les Mahorais. Même chose pour François Bayrou, qui a un peu évité de les rencontrer. Là, Marine Le Pen veut faire la différence. Elle est accompagnée par le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui a un rôle important au sein du Rassemblement national. Elle compte aller dans les coins reculés, ceux qui n'ont pas reçu la visite du Premier ministre ni du Président de la République. Et je pense que voilà, on peut compter sur elle pour attaquer, taper fort, sachant, elle l'a dit, et c'est vrai, que ça fait des années qu'elle parle d'immigration clandestine et du problème de l'immigration, notamment dû à la proximité de l'archipel des Comores, un archipel très pauvre, qui fait que de nombreux Comoriens cherchent à venir à Mayotte qui est la France. Évidemment, vous l'avez dit, la tribune des 3 ministres aujourd'hui cherche à faire un peu le contre-feu à ces critiques de Marine Le Pen, mais ils reconnaissent, ces ministres, qu'il faut en effet développer le volet diplomatique avec les Comores, mais aussi avec les pays voisins. Par exemple, on peut imaginer d'engager un dialogue avec Madagascar, avec l'Afrique du Sud, avec le Mozambique, pour essayer de desserrer l'étau sur Mayotte. Donc voilà, une visite qui va permettre à Marine Le Pen de dérouler effectivement son discours sur l'immigration. Mayotte, c'est un peu, on peut le dire en quelque sorte, on pourrait considérer ça comme un laboratoire idéologique pour le Rassemblement national. Je ne sais pas si on peut parler d'un laboratoire idéologique. C'est une situation tellement particulière, comme Elisabeth vient de le rappeler, d'une part sa situation géographique, ce département proche de l'archipel des Comores, archipel ultra pauvre. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à rejoindre Mayotte. En tout cas, c'est un laboratoire dans le sens où il y a déjà des mesures qui ont été adoptées. Il y a déjà un texte qui a été adopté pour revenir sur le droit du sol à Mayotte. Les conditions pour obtenir la nationalité française sont durcies à Mayotte. Donc en ça, effectivement, on peut
peut peut-être dire que c'est un laboratoire pour lutter contre l'immigration illégale. Alors cette visite de Marine Le Pen, elle intervient après celle d'Emmanuel Macron, de François Bayrou et d'autres ministres. Le Premier ministre François Bayrou a fait sur place plusieurs annonces pour Mayotte. Il a notamment promis d'éradiquer les bidonvilles. On l'écoute et on commente juste après. Je ne peux pas regarder les Mahorais dans les yeux en acceptant que leur ville devienne le rendez-vous de tous les bidonvilles les plus dangereux, les plus meurtriers et les plus indignes qu'on trouve sur la planète. Voilà, des bidonvilles qui ont déjà commencé à se reconstruire. Forcément. Il faut bien que les Mahorais s'abritent. Elisabeth, vous pensez qu'il a, avec toutes ces annonces et lors de cette visite, François Bayrou convaincu les Mahorais ? Visiblement, pas encore. Enfin, les Mahorais sont quand même dans une situation particulièrement catastrophique. Moi, j'y suis allée. C'est tout petit, Mayotte. C'est un tout petit archipel entouré d'Alingons. C'est merveilleux. C'est merveilleux, en vérité. Mais c'est surpeuplé. Il y a ce problème de pauvreté, d'insécurité croissante. Et évidemment, ce cyclone fait que tous les yeux maintenant sont tournés vers cet endroit. La question du droit du sol va revenir sans aucun doute. Gérald Darmanin, quand il est ministre de l'Intérieur, avait voulu le remettre en cause. Ça s'était un peu estompé. Le débat s'était estompé. Maintenant, ça va sans doute revenir. Il y a déjà un texte de loi qui a été adopté. Il a déjà été atténué, le droit du sol là-bas. Mais en tout cas, je pense que la question va sans doute revenir sur le devant de la scène. François Bayrou, il essaye de répondre aux problèmes concrets. C'est son leitmotiv. Répondre, voilà, l'eau, l'électricité, les communications, les reconstructions, qu'elles soient pérennes et non pas en tôle, comme on en voit, comme c'est le cas actuellement. Mais bon, ça reste extrêmement difficile quand on voit la situation. Et puis le fait que ce soit un archipel aggrave également les choses. C'est encore plus compliqué. Oui, effectivement, Bayrou a été critiqué quand il a dit qu'il voulait reconstruire Mayotte et sans bidonvilles. Or, on sait que les bidonvilles représentaient avant le cyclone 40% de l'habitat à Mayotte. Et donc, c'est 150 000 personnes, grosso modo, qu'il faudrait pouvoir reloger. Des personnes, évidemment, avec des ressources financières très, très amoindries. Alors Mayotte, c'est un des dossiers brûlants, évidemment, qui attend le gouvernement. C'est pas le seul. Il y a aussi le budget 2025. Il va falloir tout à mettre fait sur pied. Effectivement, avec des consultations avec les partis politiques et les groupes politiques qui sont engagés à partir de la semaine là, qui arrive. L'exécutif entend écouter toutes les demandes des différentes oppositions pour essayer de trouver des points de convergence et pour essayer de bâtir un budget. On a l'impression que, en tout cas, les objectifs de limitation du déficit public se sont là aussi très amoindris. Là où Michel Barnier visait un déficit à 5% du PIB pour l'année 2025. Aujourd'hui, François Bayrou est dans les 5,4%, 5,5%. Il veut surtout entendre donc les oppositions pour essayer bien de trouver des passerelles, pour essayer de trouver des espèces de compromis. Pour l'instant, ça a l'air assez mal parti, puisque notamment le Parti socialiste demande un retrait de la réforme des retraites, ou au moins des concessions sur cette réforme des retraites. L'exécutif a fermé jusqu'à présent la porte. Donc j'ai envie de dire que le chemin est encore long pour bâtir ce budget pour 2025. En tout cas, la nouvelle équipe gouvernementale a tenu donc vendredi son premier conseil des ministres. Elisabeth, c'est une équipe qui se sent sur la sellette. Quelle est l'ambiance chez les ministres en ce moment ? Bon, moi, oui, j'étais à l'Élysée. J'ai vu ces images en direct vendredi. Alors, comment dire alors on a les images, évidemment, de ces trois anciens premiers ministres qui sont là. Elisabeth Borne, Manuel Valls. Manuel Valls, qu'on a vu très souriant, très content. Oui, il était même ému. Moi, je lui ai parlé un peu ensuite. Voilà, quand même, c'est pas rien pour lui qui a quitté quand même Matignon il y a un moment, qui a été très critiqué, qui se retrouve maintenant sur le devant de la scène. Ministre des Outre-mer, il y a du travail, on vient juste d'en parler. Elisabeth Borne aussi, qui a même pas mal critiqué l'Élysée dans un livre qui raconte ses mois à Matignon. Ils ont tous conscience qu'ils sont en sursis, ça je pense qu'ils sont tous parfaitement lucides là-dessus, mais qu'il faut agir vite, et puis on verra bien. Voilà, on les sent quand même tous déterminés à travailler et vite et bien si possible. Ils ont tout à fait conscience
qu'ils ne pourront pas faire énormément de choses et qu'ils ont d'abord besoin d'un budget. Et un ministère, c'est d'abord un budget. Et tous commencent à défendre leur précaré. Évidemment, c'est de bonne guerre. Et on verra, en effet, vous l'avez dit, les discussions qui commencent demain avec le Parti socialiste et Bercy. C'est un rendez-vous important demain parce que c'est quand même avec le Parti socialiste que l'exécutif espère sceller cet accord ou au moins éviter la censure. Donc le rendez-vous avec les socialistes demain et avec les communistes mercredi sera particulièrement important pour essayer de faire cesser cette entente avec la France insoumise qui, elle, de toute façon, souhaite censurer l'équipe au pouvoir. Alors le président Emmanuel Macron a lui appelé les ministres à l'unité et à l'audace. C'est un président qui commence l'année fragilisé, toujours ? Évidemment fragilisé, Emmanuel Macron, mais on sent qu'il a envie de jouer un rôle un peu plus important avec François Bayrou qu'il n'a été avec Michel Barnier, où il a été très en retrait, Emmanuel Macron. On a vu que lors de ses vœux, il n'a pas exclu la possibilité de recourir au référendum. Sans le nommer, il l'a évoqué à demi-mot. Oui, voilà, à demi-mot. Mais on a compris qu'éventuellement, quand il parle d'interroger les Français, ça peut être par la voie du référendum. Il peut aussi utiliser la voie des conventions citoyennes. Il y avait aussi le grand débat. Enfin voilà, c'est des outils, conventions citoyennes, grand débat, qu'il a déjà utilisé lors de son précédent quinquennat, avec des résultats assez mitigés, en tout cas dans la reprise des solutions qui avaient été préconisées par les citoyens. On sent en tout cas qu'il cherche des solutions pour contourner le Parlement, puisque c'est au Parlement que ça bloque, où les textes ne finissent pas leur course, où une censure peut être adoptée. Donc il y a cette volonté sans doute de contourner le Parlement et de trouver d'autres voies d'échange avec les Français pour faire avancer certains dossiers. Justement, sur quel dossier est-ce que les Français pourraient être amenés à se prononcer si ce référendum se concrétise ? Ça, c'est très délicat, cette question de la consultation des Français, parce que déjà, Emmanuel Macron est un président très impopulaire, très décrié, donc il ne faut pas transformer cette consultation en un vote pour ou contre Macron. Donc déjà, il faut échapper à cet écueil. Un référendum, c'est quand même une formule compliqué à cet égard. Sur les différents sujets, alors déjà, les sujets sont encadrés par l'article 11 de la Constitution. Il faut, entre autres, que ça ait un rapport avec les institutions ou avec des questions budgétaires. Donc, on voit mal des sujets de société entrer dans cette catégorie. Mais un grand débat, des conventions citoyennes, comme il y en a eu sur l'écologie et sur la fin de vie, c'est possible. Ou des consultations plus directe. Michel Barnier avait parlé d'une journée de consultation des Français. Est-ce que cette idée sera reprise? Pourquoi pas? En tout cas, il y a ce sentiment, cette prise de conscience d'une fragilité démocratique et de Français qui s'estiment pas écoutés, pas représentés. L'abstention en est une illustration. Et le président essaye de répondre à ce problème qui est commun à toutes les grandes démocraties. Alors, il y a un dernier sujet que je voudrais évoquer avec vous avant de refermer cette page politique. C'est évidemment la visite du chef de la diplomatie française à Damas, en Syrie. Jean-Noël Barrot, qui s'est donc rendu sur place vendredi avec son homologue allemande, Annalena Baerbock. Que vient chercher concrètement la France en Syrie ? C'est le premier déplacement important de puissance occidentale en Syrie depuis que le nouveau gouvernement provisoire est arrivé, que Bachar el-Assad a été renversé. Donc déjà, c'est important pour la France, qui a une histoire avec la Syrie de longue date, d'être présent, de sentir un petit peu qui sont ces nouveaux dirigeants syriens, quelles sont leurs intentions, est-ce qu'ils vont vers une société plutôt islamique, quelle va être la place des femmes dans cette société, est-ce qu'ils vont organiser des élections libre, démocratique. Donc c'était une première prise de contact qui était très importante d'un point de vue évidemment diplomatique. Il y a aussi le drapeau français qui flotte à nouveau sur l'ambassade française à Damas. Là aussi, c'est quelque chose de très nouveau depuis une dizaine d'années, évidemment. Et puis évidemment, dans un contexte géopolitique dans cette région du Proche-Orient très intense en ce moment, en ce qui se passe en Israël, à Gaza, au Liban, etc., c'est important pour la France de nouer des liens très vite avec le nouveau régime de Damas. Et Jean-Noël Barrot a profité de l'occasion pour appeler à une transition pacifique. Mais la voix de la France est encore audible dans cette région ? Oui, et il est venu avec son homologue allemande. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment l'Europe
à travers le couple franco-allemand, qui est quand même, même s'il est très fragilisé actuellement, ce sont quand même les deux grandes puissances économiques, les deux pays fondateurs de l'Union européenne, qui vont ensemble en Syrie pour porter la voix de l'Europe. Et ça, c'est un point important et qui montre en effet que la France et l'Allemagne ont encore voix au chapitre dans des dossiers aussi importants, dans une transition aussi importante. Et vous l'avez dit, Jean-Noël Barrot a insisté sur une transition pacifique, il a insisté sur l'importance de tenir compte des minorités, il a insisté sur la communauté kurde, et puis il a demandé la destruction des armes chimiques, et puis il y a toujours cette vigilance sur que veut dire islamiste, que veut dire que souhaite, quelles valeurs prône ce nouveau gouvernement. Il y a toujours une vigilance, évidemment, mais c'est le couple franco-allemand qui est vigilant et cette dimension est importante. Merci beaucoup, Elisabeth Pinault de Reuters, et merci à vous, Perrine Tarnot de Public Sénat.